Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 279. Vous l'avez vu, ce week-end, c'était le retour de Mathieu Van Der Poel sur les chemins de cyclocross, les pistes boueuses. Louis, est-ce que tu t'es régalé ce week-end un peu sur ce show de cyclocross ? Je me suis régalé d'autant que Mathieu Van Der Poel, bien sûr, fait toujours le spectacle, mais surtout, il est en passe d'écrire l'une des plus grandes saisons de l'histoire, rien que ça, et pas seulement en cyclocross. Bref, 2026 pourrait être un très grand cru pour le prodige franco-hollandais. J'espère que tu vas m'expliquer ça dans ce show. Et puis, je crois que tu nous as trouvé aussi un vélo à 165 000 €. Bien sûr que je vais t'expliquer, et oui, c'est sans doute là aussi le vélo le plus cher de l'histoire. Bref, un show historique nous attend, on est parti. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer tout ça, Max, j'aimerais te proposer, plutôt vous proposer, chers followers, un petit nouvelle rubrique dans le show, si ça vous dit, ça s'appellerait le vélo de la semaine. Tout simplement, vous nous enverriez vos vélos, alors soit un beau vélo, soit un montage particulier, soit un vélo qui a une histoire, bref, quelque chose qui vous parle, vous l'enverriez sur Instagram, et ensuite nous on choisirait les petites pépites de la semaine qu'on présenterait dans le show. Alors si ça vous dit, déjà, est-ce que t'es d'accord, Max ? Je pense que mon père il va envoyer toutes les semaines de son Bianchi. Son Bianchi, direct. Ce sera l'occasion de le voir depuis le temps que tu nous en parles. Et en tout cas, si vous êtes d'accord, si ça vous dit, mettez plein de commentaires, et s'il y en a plein, on lancera ça pour 2026. Allez, ça me semble être une très bonne idée, et puis nous on aime bien les vélos quand même, dans ce jeu. Oui, ça aide. Cette émission. Ça aide pour ce qu'on fait. Bon, repartons maintenant sur Mathieu Van Der Poel. Quand tu me parles de résultats de records, explique-moi, parce que bon, il en a déjà quand même beaucoup, Mathieu Van Der Poel, et en quoi ça serait encore plus exceptionnel ? Parce que l'an dernier, il a gagné le championnat du monde de cyclocross, qui était un événement. Qu'est-ce qu'il peut gagner en plus ? Il lui faut quoi de plus ? Ça je sais pas ce qu'il lui faut de plus, peut-être une nouvelle Richard Mille ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'an passé, tu l'as très bien dit, il a remporté son 7e titre de champion du monde de cyclocross, ce qui est effectivement une performance majuscule, surtout j'allais dire à 30 ans, mais même à 50 ce serait majuscule. Et ça le mettait à égalité des records de victoire avec un certain Eric de Vlaminck. Retiens bien ce nom. J'étais là l'an dernier pour parler de son championnat du monde. Je me rappelais de ce petit Eric. Retiens bien Eric, parce que Rico, il va faire parler de lui. Et s'il gagnait le championnat du monde cette année, il a annoncé qu'il le ferait. D'ailleurs, il va faire que des belles manches et des manches connues. Il était donc à Namur le week-end dernier. Namur, c'est là où Guilain Lambert a fait la jonction. Après, au lendemain d'une soirée partie de cartes endiablées. Il se retrouvera après sur une dizaine de dates jusqu'au championnat du monde, donc qui seront à domicile pour lui, puisque c'est à Ulst, aux Pays-Bas. Bon, je doute que ma prononciation soit parfaite. Et il deviendrait donc, en cas de victoire, le seul et unique coureur avec 8 titres de champion du monde. Alors, pas tout à fait le seul, il serait en fait à égalité avec Marianne Vos, qui a 8 titres de champion du monde chez les femmes. Mais en tout cas, ce serait le premier homme à faire ça, il égalerait donc la légende Marianne Vos. Et voilà, ce serait déjà en soi pas trop mal. A noter quand même qu'il croisera Wout van Aert à 5 reprises cette saison, ce sera forcément notamment à la période de Noël. Et qu'est-ce qu'on a hâte ? Et forcément on a hâte. Wout van Aert qui par contre ne fera pas le championnat du monde où il avait terminé derrière Van Der Poel l'année dernière. Il a annoncé par contre qu'il voulait être champion de Belgique, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, en tous les cas, le calendrier cyclocross entre le dimanche 14 et le dimanche 1er février, ça va être quasiment 2 à 3 courses par semaine. On va pouvoir suivre les actions et suivre ces courses et ça va pouvoir nous motiver un peu dans cette grisaille de l'hiver pour pouvoir rester motivé. Au moins, on restera motivé, mais en regardant le cyclocross à la télé, ce sera plutôt pas mal. Alors moi, je serais motivé, mais entre ça et le biathlon, j'aurais certainement pas le temps d'aller rouler, je vous le dis quand même. En janvier, il va falloir tous ensemble qu'on reprenne des bonnes résolutions. Bon, et sur route aussi, parce que je suppose que quand tu parles que Mathieu Van Der Poel va gagner un peu tous les records, on n'est pas uniquement sur ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Bien vu, Max. Bon, par contre, en VTT, je sais qu'il a annoncé qu'il gagnerait le championnat du monde à un moment, mais pour l'instant, s'il s'y met pas à 100%, il n'y arrivera pas. Chaque année, il fait des allers-retours, il gagne. Il a gagné dans sa carrière quelques World Cup de VTT, mais... Champion d'Europe aussi. Mais il faudrait qu'il y aille à 100% pour pouvoir assurer des records aussi dans ces disciplines. Alors écoute, on y reviendra à la fin, mais n'est pas Pauline Ferrand-Prévot qui veut, même Mathieu Van Der Poel. Et c'est vrai que depuis son titre de champion d'Europe, il se heurte à quelques difficultés en VTT. Mais avant ça, sur la route et surtout dans son domaine, les classiques flandriennes, il a déjà un beau printemps devant lui, potentiellement bien sûr. Alors, parce que, à travers la Flandre, ils sont 14 coureurs à 2 victoires. S'il gagnait une 3e victoire, il serait donc seul recordman. Ok. Bon, c'est à travers la Flandre, mais t'inquiète pas, ça arrive. Le Tour des Flandres, ils sont 7 coureurs à 3 victoires. Alors que du beau monde, Buis, Mani, Lehmann, Museu, Bounen, Cancellara et donc Van Der Poel. Il deviendrait donc le seul coureur avec 4 victoires au Tour des Flandres, ce qui est juste incroyable. Et ensuite, surtout, le gros morceau, Paris-Roubaix. Oui. Et oui, puisque l'an passé, il a gagné son 4e Paris-Roubaix.
égalant ainsi la légende Tommeke Tom Boonen, et aussi Roger de Vlaminck, le frangin Ben oui, Frédéric évidemment. de Vlaminck. Évidemment. On allait venir. Et donc il pourrait bien, finalement, dans cette saison 2026, se faire un malin plaisir d'aller voler tous les records et toutes les belles classiques belges, et franco-belges avec Mais- Roubaix, mais en tout cas aller battre les Belges sur leur terrain. Attention sur Paris-Roubaix parce que certains Tadej Pogačar étaient en reconnaissance la semaine dernière. Donc on risque d'avoir des classiques. Oh, j'ai hâte qu'on soit au mois de juin là, que toutes les classiques soient passées là, que la pression retourne parce que là, je suis en train de monter en pression comme une cocotte minute. Alors que c'est encore dans longtemps. Hein. Et ça va être dans un petit moment, mais bon, ça va me permettre de m'entraîner sous la pluie. Hein. Il y en a un autre qui va monter en pression, c'est le Roger de Vlaminck, parce qu'il est habitué à sortir un peu dans la presse quelques frasques. Alors à l'époque de Tom Boonen, il avait dit que les 4 victoires de Boonen ne valaient pas les 4 siennes. Récemment, il a déclaré que Pogačar ne le lâcherait pas dans un faux plat montant. Autant te dire qu'il va passer un mauvais hiver. Tu vas voir son frangin puis lui détrôné au printemps. On va moins l'entendre. Là. Bon, en tout Le cas, Roger. Et après, pour ce qui est du VTT, oui. je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, il se heurte à un mur et même à des rochers. Des obstacles. Des gros obstacles. Et c'est pas très fructueux. Mais s'il venait, en 2026 ou n'importe quand dans sa carrière, à ajouter ce titre de champion du monde de VTT à tout ce qu'on a déjà cité, parce que bien sûr, pour l'instant, il n'a rien fait il n'a pas fait tout ce qu'on a dit. Mais s'il venait ajouter ce titre en VTT, alors là, il pourrait rivaliser avec Pogačar et Merckx pour le titre de Greatest of All Time. Écoute, dans tous les cas, il est quand même solide. Bon, il a quand même failli se prendre une sale chute à l'entraînement. Je sais pas si tu as vu ça. Oui. Passer ça sur les réseaux sociaux, un petit sprint, une vitesse qui saute. Et il se dit, bon, c'était rien, je refais. La vitesse saute encore plus. Bon, dans tous les cas, niveau habileté sur le vélo, il est toujours en plein dedans. Oui, parce que la dernière image qu'on voit, la roue avant, elle est quand même salement en travers. Lui, il est salement assis sur le cadre. Et on voit pas la suite parce que tout le monde flippe et tout le monde essaie d'éviter la chute. Mais finalement... lui, ça le perturbe pas plus que ça. Écoute ça. J'ai envie de te dire... Sacré Mathieu. Est-ce qu'on passe aux news de la semaine? Parce qu'on avait quand même encore beaucoup d'activités. Dernièrement, les équipes sont en entraînement au soleil, pas comme nous. Ils s'amusent à faire des trucs plutôt intéressants, mais on va attaquer par le vélo le plus cher de l'histoire. Ah oui. Tu vas nous faire pleurer avec ta pluie et ton hiver. Apparemment, il fait pas beau dans les rangs. Tu sais, les larmes de mon corps et la pluie de l'extérieur, c'est un peu la même texture. Tu vois. C'est beau, on devrait arrêter là-dessus. Écoute, parlons du vélo avec le prix le plus aberrant du monde. C'est pas compliqué. Déjà, Tadej Pogačar a quand même le don de faire parler de lui même quand il fait rien. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, avec le prix de son vélo, on pourrait acheter une belle maison. Parce que, rappelle-moi le vélo, quel vélo exactement? Le Epsilon, donc le Y1RS, le vélo aéro de Colnago, édition Black Strips, donc tout noir avec juste les liserés de champion du monde. Le vélo qu'il a utilisé, maillot jaune sur le dos, lors de l'étape du Mont Ventoux au Tour de France, qui a donné d'ailleurs des photos splendides, notamment au sommet, dans ce duel avec Jonas Vingegaard. Donc voilà, c'est ce vélo-là, celui qu'il a utilisé, qui a été vendu à la maudite somme de 165 000 €. Donc. Et en fait, ça faisait partie d'une vente plus globale de l'équipe UAE au profit de l'association Kubeka, qui est une association qui se sert du vélo pour promouvoir déjà la pratique du vélo, mais aussi aider les gens à s'en sortir un peu à travers le monde grâce au vélo et grâce aux fonds qu'elle récolte dans le vélo. Donc c'est une très bonne chose évidemment que tout cet argent ait pu être levé pour cette association. 165 000 €, t'enlèves le prix du vélo qui était peut-être aux alentours des 20 000. Ça fait quand même un beau don. Je pense que Colnago l'a donné, donc c'est... Écoute, tant mieux. On continue et on m'a parlé, j'ai vu passer des photos comme quoi l'équipe Red Bull Bora, sur un aérodrome, a développé 6500 watts. À combien de coureurs? Pendant 1 minute 30. Pendant 1 minute 30. À combien de coureurs? 6 ou 7. Alors j'ai la liste si on veut. Il y avait Florian Lipovic, Nico Denz, Jordi Meus, Tim Van Dijk, Laurens Pitty, Adrien Boissy, Callum Tonley et David Tonati et Guy Schoenveld. Non, 9 coureurs. Et ils ont pédalé en fait comme en chien de traîneau un petit peu. Ouais, j'ai vu. Avec, ils étaient tous accrochés à la queue leu. Avec un coureur de tête, je crois que c'était Jordi Meus. Et donc... ils ont mis à peu près 500 watts chacun, même un peu plus, parce qu'ils ont fait les calculs. Mon cher Dan Bigham, lui aussi, il a le don de faire parler de lui, avait fait tous ces calculs depuis cet été. C'est pas un coup de tête comme ça, juste un coup de com', c'est un vrai projet avec un vrai record à la clé. Le but était de faire décoller un planeur à plus de 100 mètres pendant une piste d'1,5 km. Et ils ont donc fait tous leurs calculs, il fallait 500 watts par coureur pour faire décoller l'avion. Mais eux, ils se sont dit, c'est pas assez. Ils se sont dit, Red Bull donne des ailes. Peut-être un peu le thème, tu vois, les ailes, le planeur, on avait compris.
Et ils ont essayé de mettre le plus de watts possible pendant plus longtemps pour que l'avion décolle plus haut et plus longtemps. Et ils ont alors eu beaucoup de tentatives un peu infructueuses. Il y a même une barre de chien de traîneau, une barre sur laquelle ils sont accrochés qui est venue se mettre dans la roue et le pneu d'un des coureurs. Du coup, celui derrière est en galère. Enfin bref, ils ont fait 2 ou 3 tentatives. Donc les coureurs ont quand même posé 6 ou 700 watts sur 1 minute 30 pendant 3 ou 4 essais. Ouais, en même temps, c'est pas trop dur pour eux. Ah, ils ont l'air de s'employer. Hein. Ils ont pas l'air de faire semblant. Et t'as le pilote derrière qui fait push, more power. Incroyable. Et Bon. du coup, ils ont réussi quand même à faire décoller un avion à la force des mollets. Je trouve ça quand même plutôt sympathique. Et on a dû, par la même occasion, vu ce qu'on pense être le nouveau maillot de l'équipe, que apparemment tu n'apprécies pas. J'apprécie pas l'hiver. Mais en tout cas, on a vu un beau maillot blanc, et j'espère que ce sera leur maillot, parce qu'il était plutôt réussi, j'ai trouvé. Et c'est aussi l'occasion d'annoncer que Lorenzo Finn, le champion du monde espoir, fait le saut de l'équipe réserve à l'équipe pour le Tour pour 2026. Ça, c'est plutôt pas mal. En parlant du peloton, on a vu aussi que la fusion Lotto Intermarché a été scellée. C'est bon, ils ont eu leur licence World Tour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as des infos un peu concrètes sur comment ça s'est passé Alors, de ce côté-là? pas mal, oui et non, puisqu'il a fallu faire 2 équipes en une. C'est comme quand tu déménages dans plus petit, il faut forcément faire du tri et laisser du monde sur le carreau, malheureusement. Donc, c'est quand même une équipe qui ferme. Alors, c'est aussi une équipe qui survit, mais il y a quand même des coureurs et du staff qui n'ont pas pu trouver leur place dans cette formation-là. Quoi qu'il en soit, c'est 8 coureurs de l'équipe Intermarché Wanty qui rejoignent la Lotto, parce qu'on garde plutôt la structure de la Lotto avec les partenaires d'Intermarché. Et du coup, 16 coureurs de Lotto. Il faut ajouter des promus, notamment Jarno Widar, le jeune prodile belge champion d'Europe, qui passe de la développement de Lotto donc à la World Tour, de même que le français Mathis Grisel. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et aussi à noter Matthew Fox, alors qu'on connaît moins peut-être parce qu'il est encore amateur, mais c'est pour souligner le travail du VC Rouen 76, qui est sans doute la meilleure équipe amateur française depuis plusieurs saisons maintenant. Et donc lui se permet de se faire une place dans cette équipe. Il y aura toujours Arnaud Delis en leader principal. À noter par contre, on le savait que Binyam Girmay, lui s'en va pour la nouvelle appellation du moins. NSN Cycling, qui est la suite de Israël Cycling. Exactement. Au niveau des labels World Tour aussi, on a eu parce qu'en fait il y a plein de nouveautés, il y a plein d'infos en ce moment qui sont sorties. L'UCI sont comme nous, ils font tout avant les vacances. Ouais, c'est normal. Et bien sûr que c'est normal. Et comme ça après on part en vacances peinard et on reprend la saison 2026. Alors malheureusement pas trop de surprises, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes équipes pour le Tour chez les femmes et on enlève l'équipe suisse Roland. Alors on le savait, mais c'est toujours regrettable d'une équipe qui roulait avec les Pinarello. Ouais. Voilà. Et on a Ceratizit qui s'arrête également. Ceratizit qu'on avait vu briller notamment avec Cédric Carbol en remportant l'étape du Tour l'année dernière. Donc c'est quand même une grosse formation qui met la clé sous la porte. Et finalement, Cédric Carbol avait bien fait de changer d'équipe. On se posait parfois un peu la question du pourquoi. Peut-être qu'il y avait vent de ces difficultés, notamment financières. Et on a aussi les licences Pro Team, donc chez les femmes. On enlève Arkea, malheureusement. Voilà. Et on garde, alors du côté français, on garde Cofidis, Mayenne Montbana Maipai, qui est la nouvelle appellation de l'équipe Winspace, et aussi Saint-Michel Aumobert 93. Donc le cyclisme féminin français se porte plutôt bien, même s'il a tendance à la baisse du nombre d'équipes au niveau international. Chez les hommes, un petit peu la même tendance. Arkea, bien sûr, s'arrête. Intermarché fusionne avec Lotto donc, et garde la licence pour le Tour. NSN Cycling est promu, puisque grâce aux résultats d'Israël. Bien sûr. Ils ont d'ailleurs dévoilé eux aussi leur nouveau maillot, qui est plutôt pas mal, avec Binyam. Et Uno-X est également promu sur la base des résultats des 3 dernières saisons. Il y avait une petite question sur le Team Jayco qu'on n'avait pas vu dans les premières dépôts de licence. Ils sont bien là, chez les hommes et chez les femmes. Et la seule interrogation qui reste, c'est l'équipe Picnic, qui a sa licence uniquement pour 1 an au lieu de 3, et qui devra apporter plus de garanties financières chez les hommes et chez les femmes, c'est la même structure, pour pouvoir continuer les deux prochaines saisons. Écoute, tu as déjà parlé des nouveaux maillots, je vais rajouter le maillot plutôt sympathique de la SD Works. Très très beau maillot. Avant c'était des espèces de nuages de lumière, là maintenant ils ont fait des carrés. Moi honnêtement je trouve ça plutôt rétro-moderne, sympathique. Et par contre j'ai vu un beau vélo sortir, le nouveau Factor One, qu'on avait vu sur certaines courses l'an dernier, qui avait fait un peu polémique avec cette méga fourche qu'on ne pensait peut-être pas, qui est homologué par l'UCI, et finalement le vélo vient de sortir pour tout le monde, donc on va pouvoir aller l'acheter directement en magasin. N'hésite pas, j'ai dit ça Noël bientôt, si tu veux faire un cadeau à ton collègue.
N'hésite pas. Hein. Non, moi, ce que je trouve sympathique, c'est le dégagement au niveau de la roue avant. Pour mettre des gros pneus. Exactement, on peut mettre des gros pneus de gravel. Pour faire du cyclocross aéro. Ça sera très bien pour aller rouler avec le poteau yo-yo en VTT, on sera plutôt bien. Alors, petit fun fact sur ce vélo, il est effectivement sorti au Dauphiné l'an passé, donc en juin, quand l'UCI a annoncé ses règles pour la largeur des haubans et de la fourche, et j'étais à ce moment-là à l'Eurobike, j'ai pu voir les product managers de chez Factor, cet accent français était horrible, pardon, et je lui avais demandé alors le vélo il sera aéro, et il m'avait répondu, alors un petit peu sûr de lui quand même, il m'avait dit il suffit de demander pour avoir les bonnes infos, donc ils avaient développé depuis le début ce vélo en ayant l'info que la largeur allait être limitée et donc en utilisant le maximum de la nouvelle règle. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, dans tous les cas, hein, c'est fini pour ce GCN Show numéro 279. Mercredi, c'est pas le moment de lâcher. On a le GCN Ride sur Zwift tous ensemble pour avoir le nouveau maillot GCN à nos couleurs directement. Et puis on se retrouve mardi prochain pour le prochain GCN Show. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!